Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que j'ouvre ce Zoom de la SFGP en tant que président de la Société française de génie des procédés. Donc, ce webinaire est organisé par notre GT Formation. Il est intitulé « Vous avez dit génie des procédés ?» Donc, en introduction, je vous propose quelques mots sur notre association. Donc, la SFGP est une association loi 1901 qui est riche de ses 500 adhérents. Je pense que nous avons un certain potentiel, donc n'hésitez pas à communiquer pour la SFGP autour de vous. Donc, notre rôle est surtout un rôle d'animation scientifique de notre discipline pour partager les avancées, les innovations ou les grandes réalisations relatives au génie des procédés. Je pense que la SFGP, c'est surtout un réseau d'experts académiques et industriels. Donc, on y retrouve les grandes universités, les grandes écoles, les IUT, donc l'NCA7, l'ENSIC, les mines, CPE Lyon, les IUT, comme je l'ai dit. On y trouve également les grands groupes, mais aussi les PME, des industries de procédés. Donc, sans être exhaustif, je pense à Air Liquide, Axens, Arkema, EDF, CEA, IFPEN, FIF Prosim, Rocket, Sanofi, et bien sûr Veolia, que je représente également aujourd'hui. Donc la SFGP, c'est aussi une production effective que vous retrouverez sur notre site web, et je pense notamment à nos livres blancs. Donc, un premier livre blanc avait été édité pour recenser les forces du génie des procédés en France. Un second, qui a eu un grand succès, portait sur l'industrie du futur pour les industries de procédés. Et ce livre blanc donnait une large place à la formation de nos jeunes talents, avec l'application du GT Formation. Et nous sommes en train de finaliser un livre blanc qui sera prochainement diffusé, et je pense qu'il sera porté par le congrès de Deauville fin d'année, qui portera sur l'ingénierie circulaire. Donc une production effective et surtout une organisation qui est portée par nos groupes thématiques, donc dont le rôle est d'assurer l'animation de leur domaine, et qui organise fait des journées scientifiques, parfois des catalalothores, donc ce sont des journées à portée des journées prospectives à portée industrielle, et surtout, comme je l'ai mentionné, tous les 2 ans, la SFGP organise son congrès national. Donc c'est un grand événement. Le précédent a lieu à Toulouse, il a rassemblé plus de 650 personnes, donc c'était un bel événement. Et le prochain aura lieu à Deauville, mais je pense que Marie-Christine Fournier vous en dira plus tout à l'heure. Donc dans ce cadre, je suis heureux de passer la parole pour le GT Formation à Claudia Cognier, qui va vous présenter plus en détail notre webinaire. Donc Claudia, c'est à toi. Eh ben, merci François. Donc moi, je suis Claudia Cognier de l'Université de Lyon et j'ai plaisir à vous présenter notre groupe thématique formation que je co-anime avec Nicolas Régnier de Bordeaux. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un bureau de 15 enseignants-chercheurs en génie des procédés, de niveau Bac+1 à Bac+5. Et puis, on fédère un groupe de 150 enseignants-chercheurs essentiellement et quelques industriels du secteur. Alors, nos missions principales, c'est de promouvoir le génie des procédés au sens large, qui est une discipline peu connue du grand public. Donc, promouvoir son attractivité, accroître sa visibilité. Et puis, on assure également une veille sur les méthodes pédagogiques et le contenu des formations. Alors, en quelques mots, nos faits marquants, typiquement, c'est ce genre de réunions, de webinaires. Donc, on organise des journées thématiques et des webinaires. On a également un portail, on vous en reparlera tout au long de cette présentation, sur le génie des procédés, donc www-géniedesprocédés.fr. Et puis, on participe régulièrement à des actions de communication, essentiellement dans des congrès scientifiques. Alors, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, vous avez dit génie des procédés. Donc, pour nous, on a pour objectif de vous faire connaître le génie des procédés, à quoi ça sert, dans quel métier on peut travailler, à quoi ça mène en fait. Et puis également, où est-ce qu'on peut se former. Alors, pour vous connaître un petit peu mieux, on vous propose un sondage rapide de 2 questions. Donc, qui a pour objectif de savoir qui vous êtes, si vous êtes plutôt dans la catégorie étudiant, lycéen, prépa au sens large, ou enseignant ou autre. Et la deuxième question, c'est de savoir un petit peu votre niveau de connaissance en génie des procédés. Donc, il y a 4 niveaux de connaissance. Vous n'en avez pas du tout. Plus ou moins entendu parler. Vous êtes capable d'en parler et d'en donner une bonne définition. Et même plus que ça, vous avez des détails très concrets, des éléments, des méthodes. Donc, un niveau de connaissance plutôt expert.
Donc on va laisser quelques secondes si vous avez la possibilité de nous compléter ce sondage. En parallèle, Nicolas, je vais te rendre la parole sur le déroulement du webinaire. Oui, merci. Donc, moi, je suis Nicolas Régnier de Bordeaux. Alors, je vais juste, en quelques mots, parce que vous avez vu le programme, vous présenter le déroulement de ce webinaire. Donc, là, il y aura une première présentation par une enseignante-chercheuse qui vous expliquera ce qu'est le génie des procédés, à quoi il sert et comment on s'y forme. Il y aura une seconde présentation par un intervenant industriel qui vous donnera quelques exemples d'applications en lien avec des enjeux de la transition énergétique et environnementale. Et puis enfin, une session d'échange, une sorte de table ronde avec de jeunes professionnels du secteur qui vous parleront de leur métier, de leur formation et à qui vous pourrez poser des questions. Alors les questions, c'est important, c'est la façon dont nous allons interagir ensemble aujourd'hui. Donc, en principe, vous avez un bouton questions et réponses qui doit être intitulé Q et R en bas de la fenêtre de la visioconférence. Il faut peut-être bouger la souris pour aller en bas et pour le voir. Et c'est là-dedans que vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas à en poser tout au long du webinaire. Pendant les présentations, eh bien, elles seront traitées à la fin des présentations par les intervenants. Et puis, on en gardera aussi pour la table ronde et vous pourrez en reposer pour la table ronde. Donc là, on vient de voir le résultat du sondage. Bon, on a des experts, visiblement, du génie des procédés. Je crois qu'on peut dire ça. Bah, tant mieux. Tant mieux, mais on va essayer quand même de vous en expliquer certains points. Comme l'a dit Claudia. Eh bien, je te repasse la parole, Claudia, pour introduire la première présentation. Alors, la première présentation va être réalisée par Marie-Christine Fournier. Donc, Marie-Christine est enseignante-chercheur à l'Université de Rouen. Donc, elle effectue son enseignement en génie des procédés, en génie chimique à l'IUT de Rouen, en BUT chimie, et sa recherche au sein du laboratoire de sécurité des procédés chimiques sur des thématiques de valorisation chimique du CO2 et des déchets de biomasse. Donc, Marie-Christine, je te laisse la parole. J'espère ne pas avoir dit d'erreur. Non, non, c'est bon, parfait. Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Merci à Claudia pour cette présentation. Donc, effectivement, je suis enseignante-chercheur, je suis Marie-Christine Fournier-Salin, enseignante-chercheur à l'Université de Rouen et je suis rattachée au laboratoire de sécurité des procédés chimiques. Donc, le titre de l'exposé est de la chimie au génie des procédés et l'objectif de ma présentation est de vous faire découvrir le génie des procédés. Alors, pour cela, nous allons partir de ce que vous connaissez de la chimie pour tendre progressivement vers le génie des procédés. Ensuite, nous regarderons la place du génie des procédés en 2024 et nous terminerons par voir où on peut trouver des formations en génie des procédés. Partons de ce que vous connaissez, la chimie. Les disciplines traditionnelles comme les mathématiques, la chimie, la biologie sont nées de l'observation des phénomènes naturels. Cette peinture montre une scène du Moyen-Âge et on retrouve des objets familiers, que ce soit des notices, des accessoires, le feu, un appareil à distiller. Vos connaissances en chimie ont été consolidées, approfondies au lycée et vous avez pu notamment étudier comment les atomes, les molécules sont constituées. Vous avez pu travailler sur les propriétés physico-chimiques des composés et vous avez pu réaliser des réactions chimiques en mettant ces composés en contact. Au cours de votre formation, vous avez aussi réalisé des travaux pratiques comme ces élèves. Vous avez pu certainement utiliser le matériel proposé ici, à savoir une installation de synthèse. On retrouve le chauffe-ballon, le ballon, le condenseur. Vous avez pu utiliser un système de filtration sous vide et vous avez pu aussi utiliser un procédé dans lequel on combine à la fois la réaction chimique, comme on a vu précédemment, et la séparation.
La particularité du travail que vous avez fait jusqu'à présent, eh bien, vous avez travaillé sur de petites quantités et en mode discontinu, c'est-à-dire lorsque c'était fini, et vous arrêtiez et puis éventuellement, il fallait renouveler l'opération. Dans notre quotidien, nous apprécions les produits issus de la chimie, que ce soit pour avoir des dents blanches ou avoir des cheveux soyeux ou toute autre application, comme on peut le voir sur ces petites illustrations. La chimie occupe une place souvent insoupçonnée dans notre quotidien. On va la retrouver dans l'habitat, dans l'alimentation, dans le sport. Notamment, à partir de graines de ricin, on va pouvoir obtenir de l'huile de ricin et ensuite produire un élastomère thermoplastique qui servira à fabriquer des semelles de chaussures de nos champions olympiques. La chimie nous permet de mieux vivre. Elle rend possible nos rêves et nos projets. Mais pour pouvoir se soigner, pour accéder à tous ces biens de consommation, il est nécessaire d'en produire de grandes quantités. Et pour pouvoir passer de quelques grammes par manipulation à des kilos, des milliers de tonnes par jour, eh bien, comment peut-on faire? Pour pouvoir répondre à cet objectif, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on prend une grande paillasse et on répète un geste que l'on sait faire et chaque petit personnage va produire une petite quantité et à l'extrémité de la paillasse, on pourra avoir de grandes quantités. Soit on envisage d'utiliser des récipients plus grands, de faire autrement. Et la solution qui a été retenue, c'est d'utiliser des récipients plus grands. Mais le problème, c'est que ce que l'on savait faire à petite échelle, est-ce qu'on saura le faire à grande échelle? Est-ce que c'est si facile que ça de passer de la petite échelle à la grande échelle? Nous allons illustrer le problème d'extrapolation, c'est-à-dire le problème du changement d'échelle, à partir d'un exemple tiré de la cuisine. Donc, c'est notre recette préférée, c'est la recette des raviolis frais aux sauces au cèpe. Alors, la recette est très simple. Donc, pour 4 personnes, il faut prendre une marmite dans laquelle on va mettre 5 litres d'eau, 10 grammes de sel. On va porter cette eau à ébullition. Dès c'est à ébullition, on ajoute 800 grammes de raviolis. On déclenche le chronomètre. La cuisson est terminée quand les raviolis surnagent, c'est-à-dire au bout de 3 minutes. Ensuite, on récupère les raviolis, on les mélange à la sauce et on se régale. Le problème, aujourd'hui, c'est un grand jour et on a décidé de réaliser cette recette pour 400 personnes. Et on va voir si c'est si facile que ça de passer d'une recette à 4 personnes à une recette de 400 personnes. Et bien sûr, chaque convive attend de nous d'avoir les mêmes qualités gustatives pour son plat. Alors, donc à gauche, je vous ai rappelé la recette pour 4 personnes et on va commencer à prendre la calculatrice et tout multiplier par 100. Alors, on se rend tout de suite compte des problèmes liés au changement d'échelle. Alors, il nous faut 500 litres. Comment on va les prendre? Est-ce qu'on va prendre une casserole de 500 litres ou 100 casseroles de 5 litres ou toute autre combinaison équivalente? Ensuite, il va falloir chauffer. Comment va-t-on assurer ce transfert thermique? Alors, si c'est 100 casseroles de 5 litres, il suffit d'avoir 100 plaques chauffantes. Si on a une casserole de 500 litres, la plaque chauffante ne suffira pas. Ensuite, il va falloir manipuler 80 kg de raviolis. Le problème, c'est que pour les manipuler, ça va nous prendre du temps. Et on se souvient, le temps de cuisson, c'est de 3 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Que va-t-il se passer? Si le temps d'introduction est supérieur au temps de cuisson. Comment on pourra détecter la fin de la cuisson? Comment on va faire pour retirer l'eau, mélanger et pour distribuer le repas à toutes nos convives? Donc, on voit tout de suite, par cet exemple très simple, que le changement d'échelle, ce n'est pas si simple que ça. Alors, en réfléchissant, on peut apporter une solution et la solution est la suivante. Alors, on voit que la solution, il n'y a plus du tout de casserole. Vous voyez, la casserole elle a complètement disparu.
Et à la place, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver ici un bac dans lequel il y aura de l'eau bouillante. On va utiliser une pompe, un capteur de température. Alors, ici, il y a les raviolis crus. Donc, ils vont rentrer ici. Ils vont ressortir ici. Et la contrainte, ça va être le temps de passage. Donc, entre le point d'entrée et le point de sortie, eh bien, on aura un temps de passage de 3 minutes. Donc, les raviolis vont être crus, ils vont arriver cuits, donc il n'y a pas de souci. Et après on pourra distribuer. Et vous voyez que ce schéma eh bien, répond à toutes les contraintes qu'on avait pu soulever tout à l'heure. Et c'est sur ce principe eh bien, que sont fabriqués bon nombre de nos produits industriels. Donc là, on a travaillé avec de grandes quantités et non plus en mode discontinu, mais on a travaillé en mode continu. Eh bien, on peut produire en continu, je dirais, c'est notre recette préférée. Pour produire de grandes quantités d'objets, eh bien, nous avons recours à la discipline génie des procédés. Le terme génie des procédés a été introduit par Jacques Villarmot en 1987. Jacques Villarmot est un des membres fondateurs de la Société française de génie des procédés. Il a proposé notamment la définition suivante. Donc, le génie des procédés est une science d'intégration, une science à part entière qui regroupe les sciences de l'ingénieur, les pratiques et les méthodes relatives à l'étude, la conception, l'optimisation et la mise en œuvre des procédés de transformation de la matière et de l'énergie par voie chimique, physique ou biologique. Dans les industries de transformation de la matière, eh bien, la matière peut changer notamment de forme, d'état physique, de nature chimique. Ainsi, le génie des procédés, c'est l'art de combiner nos connaissances en physique, en mathématiques, en chimie, afin de concevoir, d'optimiser, de faire construire, de faire fonctionner de manière optimale toutes les unités de production, nous donnant tous les biens que l'on a autour de nous. Alors, le changement d'échelle est illustré par les différentes images. Donc, tout en bas à gauche, vous avez le petit montage qu'on a vu précédemment. Ensuite, eh bien, on a l'échelle pilote et ensuite, eh bien, on a les différentes unités de production industrielle. Nous allons nous intéresser à quelques schémas de procédés simples. Alors, le premier, c'est le schéma de procédé de la fabrication d'éthanol à partir de pommes de terre. Donc, le point de départ, c'est la pomme de terre et l'objectif, c'est de produire de l'éthanol. Alors, les pommes de terre, dans un premier temps, alors ce qui est important dans les pommes de terre, c'est l'amidon. Donc, pour que l'amidon soit facilement accessible, eh bien, les pommes de terre vont être broyées, l'amidon va être extrait, concentré. Ensuite, eh bien, on va avoir une réaction d'hydrolyse et une réaction dans un fermenteur. Et ensuite, eh bien, il y a des étapes de séparation, que ce soit par filtration ou par distillation, et on obtient l'éthanol. Donc, vous voyez, pour passer de la pomme de terre, de la matière première au produit fini, il y a toute une série d'étapes, toute une série d'opérations unitaires. Et dans notre cas, eh bien, on a de la réaction chimique et on a des étapes de séparation. Le deuxième schéma que je vous propose donc, concerne la production de carbonate de sodium, donc, dont les principales utilisations eh bien, sont la fabrication de verre, l'emploi comme intermédiaire dans la préparation de détergents, les préparations de céramiques ou dans l'industrie agroalimentaire. Donc, le schéma que je propose, c'est le procédé Solvay qui a été eh bien, mis au point au XIXe siècle et qui est toujours, bien sûr, utilisé. Alors, le point de départ, donc on a du calcaire, de la chaux, on va avoir une saumure et en produit fini, on a bien notre carbonate. Pour passer de notre matière première
au produit fini, eh bien, comme tout de suite, eh bien, vous voyez qu'on a une succession d'étapes, une succession d'opérations unitaires, et on va retrouver eh bien, de la réaction chimique, de la carbonatation, et on va retrouver eh bien, des étapes de séparation, à savoir la filtration, la distillation. Le travail d'architecte du génie des procédés, c'est de concevoir tout cela, tous ces enchaînements d'actions incluant des problèmes énergétiques et de les faire fonctionner de manière optimale. Alors, tout de suite, je vous ai proposé des procédés simples, hein, que ce soit celui de la production d'éthanol ou celui de la fabrication du carbonate de sodium. On aurait pu considérer des procédés un peu plus complexes, que ce soit par exemple pour la fabrication d'antibiotiques. Tous ces procédés ont des points communs. À chaque fois, on va retrouver des étapes identiques, à savoir de la réaction chimique, de la cristallisation, de la filtration, de la séparation, etc. Et le rôle du génie des procédés va être de s'occuper des réacteurs, des cristalliseurs, des systèmes de filtration, du point de vue de leurs principes théoriques, de leur conception, de leur réalisation et de leur fonctionnement de manière optimale. Dans le vaste ensemble d'unités industrielles, donc il est possible de distinguer quelques grands enchaînements verticaux allant de la préparation, du conditionnement et de l'acheminement des matières premières, de la transformation chimique des réactifs en produits et de la séparation, de la purification et du conditionnement des produits. Ainsi, les méthodes et les concepts du génie des procédés peuvent s'appliquer à un très vaste secteur d'activité industrielle et économique, comme mentionné ici, peut s'appliquer à toutes les industries de transformation de la matière, parmi lesquelles eh bien, on peut citer l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie des cosmétiques, la pétrochimie, comme vous pouvez le voir sur ces mots qui défilent. Par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc, on a parlé du procédé Solvay qui datait du 19e siècle, par exemple, on peut se demander quelle est la place du génie des procédés en 2024. Alors, si on regarde notre environnement, si on écoute les médias, eh bien, on doit faire face à des défis environnementaux, à la transition énergétique. On est sensibilisé notamment au changement climatique, à l'épuisement des ressources, à la pollution de l'air, à la pollution de l'eau, à la pollution des sols. On est sensibilisé au fait que l'on doit changer nos modes de production et de consommation d'énergie. Et vis-à-vis de ces défis, est-ce que le génie des procédés peut faire face à ces nouveaux défis? Eh bien, la réponse est oui. Cette discipline peut répondre à des questions sociétales. Pourquoi? Parce que c'est une science qui prend appui sur d'autres disciplines scientifiques, comme la chimie, les mathématiques, la mécanique des fluides, la mécanique du solide, la biologie. Et cette science prend appui sur d'autres disciplines pour améliorer des procédés existants, pour proposer de nouveaux produits, tout en veillant à une meilleure gestion des matières premières, de l'eau, de l'énergie, tout en veillant à une réduction des effluents, tout en veillant à concevoir des produits en respectant les principes du développement durable. Pour le vérifier, il suffit de regarder les thèmes scientifiques qui sont proposés au prochain congrès de la Société française du génie des procédés qui aura lieu en octobre de cette année. Et à ce congrès, eh bien, seront abordés les thèmes suivants, donc l'écosystème industriel, la maîtrise de la ressource en eau, les méthodes et outils au service des procédés, les procédés pour la santé, les agro- et bioressources, les transitions énergétiques et industrielles. Donc, je vous invite à suivre les préparations de ce congrès eh bien, en consultant le site web du congrès, donc sfgp2024.fr. En allant sur ce site, vous constaterez notamment qu'en attendant le congrès, des webinaires sont organisés. Et hier, justement,
il y avait un webinaire sur les méthodes et outils au service des procédés. Et au cours de ce webinaire ont été abordés la fabrication additive, ont été abordés des problèmes concernant les méthaniseurs et on a parlé d'innovation grâce à tout ce qu'on peut faire avec les imprimantes, les imprimantes 3D. Donc, je souhaiterais terminer ma présentation en vous présentant les différentes formations post-bac que vous pouvez trouver en génie des procédés. Alors, je pense que ce schéma, vous l'avez en tête ou que vous l'avez déjà vu. Donc, il existe une multitude de formations et de parcours possibles après le bac. Alors, parmi les différents cursus, parmi les différentes choses que vous pouvez faire, vous pouvez intégrer une licence, préparer une licence professionnelle. Dans la composante IUT, vous pouvez préparer un BUT, vous pouvez préparer un BTS, vous pouvez aller en classe préparatoire pour pouvoir ensuite intégrer une école d'ingénieur. Vous pouvez préparer un master. Et étant titulaire d'un master, ensuite, eh bien, vous avez la possibilité de préparer un doctorat. Le doctorat correspond à des travaux de recherche réalisés dans un laboratoire. Ça, c'est le schéma général. Des formations en génie des procédés, eh bien, il y en a dans tous les blocs. Donc, vous avez des formations en lien en génie des procédés si vous préparez une licence professionnelle, si vous préparez un BUT, un BTS, un master ou une école d'ingénieur. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous ces blocs ne sont pas étanches. Il existe des passerelles entre ces blocs. Alors, il faut savoir aussi que depuis quelque temps, le gouvernement met l'accent sur l'alternance. Il y a des moyens qui sont donnés. Donc, l'alternance, eh bien, peut vous permettre de préparer des diplômes de niveau Bac+2, Bac+3, Bac+5. Alors, malgré l'impact sociétal et industriel du génie des procédés, la discipline n'est pas connue du grand public et est peu connue dans l'enseignement secondaire. Et c'est pourquoi nous allons détailler brièvement les formations proposées en génie des procédés. Alors, quelques formations sont dispensées dans les établissements secondaires. Donc, dans le lycée, eh bien, donc parmi la centaine de spécialités de bac professionnel, eh bien, 4 spécialités sont en lien avec le génie des procédés. Vous avez 3 filières de BTS qui proposent une formation en lien avec le génie des procédés. Maintenant, si nous regardons les formations proposées par l'université, vous avez des licences professionnelles. Vous avez 3 buts qui proposent une formation en lien avec le génie des procédés. Il existe plusieurs mentions de master où le génie des procédés apparaît et vous avez aussi un diplôme de doctorat. Alors, les grandes écoles vous proposent aussi des formations en génie des procédés. Donc, elles vont vous délivrer un diplôme d'ingénieur, un diplôme de niveau Bac+5. Donc, 11 écoles proposent une formation en génie des procédés et 45 écoles proposent une formation incluant du génie des procédés. Donc, vous retrouvez ces formations sur la carte qui vous est indiquée. Et on voit bien que ces formations sont bien réparties sur tout le territoire. Alors, pour savoir où trouver ces formations, pour connaître une formation proche de chez vous, eh bien, je vous invite à consulter le site génie-d-procédés.fr et en allant sur la page Formez-vous. Donc, le développement de ces formations a permis un maillage du territoire, donc vous aurez forcément quelque chose proche de chez vous. Alors ensuite, et bien sûr, une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez sélectionner le niveau et le type de formation souhaitée, zoomer et vous pourrez avoir
tous les renseignements concernant la formation sélectionnée. Alors, pour avoir des informations complémentaires liées au génie des procédés, eh bien, je vous invite à aller sur le site géniedesprocédés.fr. Vous pouvez également aller sur le site de l'association de la Société française de génie des procédés. Et pour conclure, je pourrais vous dire que si vous aimez la chimie, si vous aimez la physique, si vous aimez les mathématiques, si vous aimez le challenge, eh bien, le génie des procédés est fait pour vous. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé et que je vous ai montré l'intérêt de la discipline. Et je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Marie-Christine. Alors, on peut peut-être voir s'il y a des questions. On rappelle que vous pouvez mettre vos questions en les écrivant dans l'icône Q et R. Donc, s'il y a des questions très spécifiques par rapport à la présentation de Marie-Christine. Soit j'ai été claire, soit je les ai tous endormis. Ou alors elles viendront un petit peu C'était plus très tard. clair. Pas pour l'instant. Après, ça peut peut-être venir au cours Ouais, avec du la présentation webinaire. des jeunes. Oui. Eh ben, on va enchaîner avec la présentation de François. Ok, alors on va passer à la seconde présentation. Alors elle va vous être présentée par François Nicole. Donc vous savez déjà qu'il est président de la Société française de génie des procédés, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est son expertise industrielle, puisqu'il est expert en génie des procédés et énergie chez Veolia. Et il va vous expliquer le contexte de la transition énergétique en milieu industriel. François, c'est à vous. Merci Nicolas. Donc, bonjour à tous à nouveau. Donc, en effet, je vais aussi vous balayer un petit côté historique aussi du génie des procédés, et je vais essayer d'illustrer mon propos par quelques réalisations montrant que le génie des procédés est la solution pour développer une industrie durable, plus respectueuse de l'environnement, inscrite dans son territoire et mieux acceptée de la société. Donc, c'est là en effet tout le challenge que Marie-Christine nous a présenté tout à l'heure. Donc, un peu d'histoire très rapidement. Alors, je me suis appuyé sur la bibliographie, en particulier les travaux de l'NC7 à Toulouse, qui font remonter le génie des procédés. Donc, bien avant le Moyen-Âge, comme a dit Marie-Christine, mais le professeur Christophe Gourdon le situe en l'an 50 avant Jésus-Christ. Et à l'époque, on ne disait pas professeur, on disait druide, et je pense que vous connaissez tous Panoramix. On voit que déjà, il savait maîtriser le mélange et les techniques de chauffage du réacteur. Alors, plus sérieusement, je fais aussi un petit clin d'œil sur le fait que la jante féminine n'est pas non plus étrangère au développement du génie des procédés. Je voulais juste rappeler la fort impact de Marie Murdrack au XVIIe siècle, qui a montré que la chimie était avant tout expérimentale, et je pense que c'était un moment majeur également pour le développement des procédés. Plus récemment, aujourd'hui, quand on regarde, donc je voulais aussi vous montrer l'évolution du réacteur, depuis Panoramix jusqu'à maintenant, et généralement, le réacteur, il est toujours cylindrique à fond bombé, avec un mobile d'agitation, fonctionnant en batch, semi-batch ou continu. Donc, du coup, le génie des procédés qui se caractérise souvent par les bilans. Donc, on parle de conservation de la masse, de conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement. Et je me posais la question de est-ce que finalement, on ne serait pas trop conservateur quand on voit l'évolution des technologies qui paraissent faibles? Et en effet, si seulement Panoramix s'était passé au réacteur continu. Donc, plus sérieusement, je vous invite à consulter la thèse d'un ancien collègue de Ron Poulain, qui est Jacques Bress, qui a fait une thèse portant sur le chemical engineering au génie des procédés, et qui justement rappelle que le génie des procédés, en tout cas à l'époque on parlait de génie chimique, en effet il est né à Toulouse après la guerre. Il était porté par le professeur Joseph Catala, et qui définissait le génie chimique comme la branche spéciale de la chimie. Alors c'est vrai qu'historiquement on parlait beaucoup de chimie industrielle,
Donc, cette branche spéciale de la chimie qui a pour objet de concevoir, calculer, dessiner, faire fonctionner l'appareillage dans lequel on réalisera une réaction chimique et qu'on l'apportera à l'échelle industrielle. Donc, ce sont des concepts que Christine vous a présentés. Mais moi, j'aime bien parler de l'ingénieur de génie des procédés comme un architecte de l'usine. Donc, voilà, donc, premier pôle d'excellence en génie des procédés Toulouse, donc l'IGC, comme vous savez, devenu l'NCA7 aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas oublier mes collègues de Nancy et l'importance majeure de Jacques Villermo, qui a été cité précédemment. Donc, même si donc c'est Maurice Le Thor, en effet, qui instaura l'enseignement du génie chimique à l'ENSIC, à Nancy, mais surtout donc l'impact du professeur Jacques Villermo, reconnu internationalement et notamment par le livre référence portant sur le génie de la réaction chimique, publié en 1982. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas non plus sur les forces du génie des procédés en France, qui vous auront également été présentées par Marie-Christine. Je vous invite néanmoins à consulter notre livre blanc de la SFGP, qui est téléchargeable et qui rassemble en effet l'ensemble des forces industrielles et de formation sur le territoire français. Alors, donc, dans le temps, vous voyez bien que le génie des procédés a déjà relevé un certain nombre de challenges. Donc, au XVIIIe siècle, je présentais un petit peu ce système de distillation par Chaptal. Donc, on fait un lien rapide avec l'essor industriel. Donc là, une unité, Fischer-Tropsch, donc dans le domaine oil and gas, procédé catalytique qui sert à produire des essences, des diesels. D'ailleurs, ce procédé-là, assez ancien, puisqu'il remonte à la Seconde Guerre mondiale, il est aujourd'hui très à la mode, puisqu'il permet en effet de valoriser le CO2 en le faisant réagir avec l'hydrogène pour former notamment ce qu'on appelle des SAF, des Sustainable Aviation Fuel. Mais on voit que la technologie, elle a quand même évolué vers des usines un peu plus complexes pour contrôler ces réactions et faire les séparations. Je voulais faire également un petit clin d'œil sur le fait que pour relever ces challenges de contrôle, parce que avant tout, quand on développe du procédé, alors moi j'aime bien dire qu'on doit répondre à 3 objectifs. D'abord, une performance technique, ça a été rappelé tout à l'heure, déjà la quantité, pouvoir amener le produit en quantité suffisante pour donner son accès à l'ensemble de la population. Évidemment, des performances de qualité, de rendement et de performance d'application du produit. Donc ça, c'est le premier point, une performance technique. Second point, c'est une performance économique. Évidemment, nous devons développer des procédés qui sont rentables et j'ajouterais utiles à la société. Et enfin, troisième objectif, qui est la performance environnementale. Et je relierai directement cette performance environnementale à l'acceptation sociétale. Donc, c'est là que je vais vous montrer l'évolution de la technique qui va vers cette performance, vers ces 3 performances. Et un petit clin d'œil à une start-up française qui s'appelle Kimod et qui propose une vision révolutionnaire du réacteur chimique, où on voit là un réacteur catalytique qui est aussi percé de tubes d'échangeurs de chaleur de façon à contrôler la réaction catalytique de ce réacteur. Il est utilisé aujourd'hui pour de la méthanation, donc comment valoriser le CO2 en méthane. Et il peut être utilisé pour la production de méthanol et pourquoi pas pour le SAF que j'ai cité tout à l'heure, pour répondre à cette production type Fischer-Tropsch. Voilà, donc un point important pour relever ces challenges techniques de performance, c'est le concept qu'on appelle intensification de procédés, donc qui s'est beaucoup développé sur les 20 dernières années et qui, pour moi, repose sur différents paradigmes. Le premier étant évidemment de faire passer en continu la réaction. Donc, on contrôle continu pour mieux contrôler la qualité et faire diminuer également le CAPEX, l'investissement, donc le volume du réacteur nécessaire. Donc, contrôler la réaction et la qualité de produit. Maîtriser, améliorer les rendements matière et énergie. Diminuer les risques de changement d'échelle qui ont été mentionnés tout à l'heure. Donc là, par intensification de procédés et par miniaturisation du réacteur, on passe à des concepts d'empilement et non plus de grossissement. Et donc, voilà un intérêt économique direct qui est d'avoir un investissement réduit. Donc, cette notion de process intensification, donc, montre bien la portée du génie des procédés qui démarre vraiment à l'échelle de la molécule, donc le lien important avec la chimie et avec la caractérisation de la réaction chimique. Donc, pour aller on voit ces changements d'échelle, jusqu'à aller sur l'usine,
où on va vraiment maîtriser la réaction dans son réacteur. Et cette notion d'intensification de procédé, on revient vraiment à concevoir le réacteur en fonction de la réaction chimique que l'on veut contrôler. Donc c'est vraiment de la synthèse de produits en particulier, donc par un meilleur contrôle des transferts de matière et de chaleur. Et voilà, donc je reviens à Panoramix. S'il avait connu le micromélange, je prends un exemple de réacteur intensifié de type Hartridge, sur lequel, en contrôlant mieux la mise en contact des deux réactifs, on peut vraiment travailler sur la nanostructuration de la matière. Là, je prends l'exemple d'une précipitation minérale pour de la silice, où on va vraiment, donc, par un contrôle très fin, avoir un réacteur de taille réduite et pouvoir insérer ces silices nanostructurés dans, par exemple, des polymères pour des propriétés d'application améliorées. Là, en l'occurrence, j'ai en tête le verre de Michelin. Donc oui, le génie des procédés et la façon est une manière de relever ces challenges, mais aujourd'hui, on s'attaque à bien plus difficile. Donc comme je l'ai dit, donc intensification de procédés, contrôler la réaction chimique, concevoir le réacteur, intégrer ce réacteur à son usine. Mais l'usine, on doit l'intégrer dans son environnement et dans son territoire. Donc là, je prends l'exemple d'un écoparc industriel bien connu, Kalundborg au Danemark, où on voit que les différentes usines sont interconnectées avec les aspects fourniture d'énergie, d'essence, réseau de chaleur, etc. Et je crois que c'est là, en effet, le nouveau challenge qui se présente au génie des procédés, c'est comment mieux inscrire l'usine dans son territoire de façon à avoir la performance la plus élevée sur les 3 critères que j'ai indiqués. Évidemment, quand on pense à la France, c'est un moyen de réindustrialiser nos territoires avec un concept qui est comme tout à l'heure, il fallait s'appuyer sur les paradigmes du génie des procédés pour concevoir le réacteur. Et bien demain, il faudra utiliser ces mêmes paradigmes pour concevoir ces interconnexions entre les différentes usines ou centrales thermiques sur un même territoire. Et c'est le concept que la SFGP a dénommé l'ingénierie circulaire, qui sera l'objet de notre prochain livre blanc, que je vous invite à lire, bien évidemment. Alors là, une petite parenthèse de sinistrose dans mon exposé, qui est que un challenge important de concevoir le réacteur, de concevoir l'usine et de l'inscrire dans ce territoire, et dans un contexte économiquement bien plus difficile que les 30 Glorieuses et tout l'accompagnement de la chimie du pétrole, où déjà on voit des conséquences très inquiétantes sur l'industrie dans le monde occidental, et notamment en France. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on regarde l'évolution sur les 20 dernières années, la part de l'industrie dans le PIB de la France a quasiment été divisée par 2. Et aujourd'hui, la France, même au niveau européen, se situe, alors là, c'est l'industrie manufacturière, mais on se situe après l'Italie et l'Espagne, évidemment, loin derrière l'Allemagne. Donc, il y a également des challenges industriels et des challenges d'emploi pour notre société. Ensuite, en effet, quand on regarde les aspects énergétiques, donc on sort à peine, je ne sais pas si on en est sorti d'une crise énergétique après la Covid et les événements en Ukraine. Et quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le contenu de notre énergie, aujourd'hui, la consommation, malgré tous les efforts et malgré le développement des énergies décarbonées, on reste à plus de 80% porté par l'énergie fossile. Quand on regarde l'intensité carbone, donc là, c'est le taux de CO2 par terajoule d'énergie, grosso modo, on reste à peu près constant. Donc, on est encore loin de la décarbonation. Quand on regarde l'efficacité énergétique, oui, on progresse. Donc là, c'est le nombre d'huile, de kilogrammes de pétrole par PIB. Donc, on voit que l'on progresse, mais à un rythme insuffisant pour relever les challenges du réchauffement climatique. Et on voit évidemment un aspect économique, de la crise économique, qui fait que, oui, il faut sensibiliser nos dirigeants politiques sur comment mettre en place une véritable politique d'énergie qui prenne en compte les aspects environnementaux, mais également, on l'a vu récemment, il fallait faire les aspects de comment assurer notre pas autonomie, mais voilà, notre supply chain en énergie. Voilà, et l'efficacité, évidemment. Et surtout, donc, au-delà de ces challenges techniques, ces challenges énergétiques, il me semble qu'on est devant des challenges vraiment sociétaux.
Alors, j'aime bien dire que justement, aujourd'hui, nous sommes au cœur de la civilisation des hydrocarbures, et quelque part, cette civilisation carbonée a été portée par le génie des procédés. C'est tous les grands développements de l'oil and gas, de la chimie, des 30 glorieuses. Et en effet, on voit aujourd'hui les conséquences négatives en termes de catastrophes naturelles, notamment. Mais maintenant, il faut expliquer à nos jeunes talents que c'est avec les mêmes paradigmes qu'on va décarboner la société. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire, mais en effet, reprendre les fondamentaux du génie chimique pour répondre à ces grands défis. Donc, à la CGP, on y a travaillé, et c'était la question qui était posée par Marie-Christine. Est-ce que le génie des procédés est en mesure de relever ces nouveaux défis? Donc, ces nouveaux défis, ils sont multiples. La transition énergétique, la conversion des agro et bioressources pour décarboner, tous les enjeux en termes d'eau, de santé et d'environnement, bien sûr, la transition numérique et l'usine du futur, et ce concept d'ingénierie circulaire si on veut avoir une usine plus proche du citoyen et plus respectueuse de l'environnement. Voilà, donc là, je vous invite à consulter ou à télécharger notre livre blanc « L'usine du futur pour les industries de procédés », où vous trouverez un certain nombre de réponses. Et là, pour l'exposer aujourd'hui, je ne veux pas être trop long, j'ai repris certains exemples que l'on a présentés dans ce livre blanc. Donc, plusieurs exemples, c'est évidemment, quand on pense usine du futur, on pense numérique. Et en effet, donc aujourd'hui, cette révolution, elle est en place. Et pour preuve, je voulais prendre comme exemple un exemple cité par Solvay dans une usine de Tavaux, qui montre que, et je pense que c'est important pour nos jeunes également, mais il faut travailler avec les outils avec lesquels nos jeunes sont habitués. Donc, par exemple, pour tout ce qui est conduite de la production ou de la maintenance, Solvay a vraiment développé un système sur tablette pour vérifier les capteurs. Donc, vraiment des outils digitaux, mais qui ont été conçus par les opérateurs eux-mêmes, de façon à ce que l'outil numérique réponde vraiment à l'objectif d'un meilleur contrôle. Si on va plus loin, là, deux exemples, l'un d'Air Liquide et l'autre de Veolia. Alors, chez Veolia, donc, on appelle ça les upgrades. C'est qu'évidemment, donc, on a équipé nos réseaux d'eau potable, nos réseaux d'eau usée de différents capteurs. Ces informations sont remontées dans une salle de contrôle qu'on appelle upgrade. Et par l'analyse de ces données, on peut vraiment apporter de la performance et également répondre à des enjeux de sécurité en approvisionnement en eau, par exemple, sur un territoire. Donc, c'est le cas de l'Île-de-France, qu'on a des upgrades qui permettent vraiment de piloter ces réseaux d'eau et également de les interconnecter ou de les déconnecter en cas de risque, par exemple. Je voulais justement insister, et là plus avec ma casquette Veolia, sur les enjeux liés à l'eau, et je pense que c'est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui, et prendre un exemple de l'agroalimentaire. Et je voulais prendre l'exemple que m'ont donné mes collègues de Veolia Belgique, qui sont intervenus sur une usine de Friesland-Campina, qui est aujourd'hui une usine de production de lait, qui aujourd'hui consomme plus d'1 million de mètres cubes d'eau de ville, ce qui correspond à la consommation d'une ville de 22 000 habitants pour une seule usine. Donc, notre client nous a demandé de réduire sa consommation en eau pour diminuer de 20% entre 2011 et 2020, et ensuite un nouveau challenge qui est de diminution de 20% d'ici 2025. Donc, eh bien, comme tout à l'heure, quand on regarde l'usine, une usine, c'est tout un réseau et tout un enchaînement d'opérations unitaires diverses et variées, en sachant que pour le client, donc, maîtriser sa consommation en eau, ça fait vraiment partie de la gestion des risques industriels. Déjà, risque physique, c'est que par manque d'eau, une usine peut s'arrêter. Risque réglementaire, c'est que si une région est en déficit en eau, eh bien, le préfet en France peut demander à l'usine de baisser sa production. Et peut-être surtout le risque de réputation sur le fait que l'usine consomme de l'eau et peut rejeter également des eaux usées. Donc, comment sommes-nous intervenus pour répondre au challenge de notre client? Déjà, on a regardé comment appliquer le principe des 4 R, que vous devez tous bien connaître: réduire, récupérer, recycler, réutiliser. Donc, en travaillant d'abord sur le recyclage
des eaux de condensat dans les usines liées au lait. Il y a beaucoup de séchage par atomisation, par exemple, ou de traitement thermique pour pasteuriser le lait. Donc, première action sur le recyclage des condensats d'eau. Deuxième action, c'est en effet, il y a une grosse partie évidemment de lavage en place, de ce qu'on appelle les NEP. Et donc, on a travaillé au recyclage de la soude pour diminuer la consommation de soude sur le site et diminuer la consommation d'eau. Et enfin, nous sommes intervenus sur la station d'épuration des eaux usées de l'usine pour justement réutiliser une partie des eaux usées traitées à l'intérieur de l'usine. Donc là, on le voit avec une unité d'osmose inverse sur le traitement des eaux usées en sortie. Donc le challenge a ainsi été relevé et les prélèvements en eau exprimés par tonne de lait sont passés de 2,8 m3 à moins de 0,5 m3 aujourd'hui, donc par ces différentes actions, donc ce qui correspond en économie d'eau à l'équivalent d'une ville de 14 000 habitants. Alors, il y a évidemment certaines limites à ces investissements. Alors déjà, il y a un coût, quand il faut mettre du matériel, il faut mettre en place de nouveaux procédés pour cela. Donc, il y a un coût du mètre cube d'eau réutilisé. Mais ne pas oublier qu'il y a ce fameux nexus eau-énergie qui fait que si on met en œuvre moins d'eau, on aura également des gains énergétiques. Et c'est là que je voulais faire référence, et je vois l'heure qui passe, mais un projet ANR qui a été porté par certains de nos partenaires, d'ailleurs, je pense à Procim et AgroParisTech, qui justement, donc ce projet, je vous invite à lire les rapports de l'ANR, ce projet est aujourd'hui terminé, ce projet qui s'appelle Minimo, et qui justement s'est inspiré des techniques d'efficacité énergétique, donc c'est aussi une partie du génie des procédés, donc ce qu'on appelle les méthodes de pincement, pinch en anglais, qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un procédé en mettant en regard les flux chauds et les flux froids de façon à minimiser la production de chaud et la production de froid, et en mettant en place ce qu'on appelle des réseaux d'échangeurs. Cette même technique a été développée pour ce qu'on appelle aujourd'hui le pinch eau, c'est-à-dire recycler l'eau selon sa qualité et selon la qualité nécessaire pour son usage. Donc en énergie, on parle d'exergie, donc la qualité de l'énergie. On retrouve vraiment le même paradigme pour l'eau qui peut être purifiée à différents niveaux. Donc aujourd'hui, ce sont des techniques, par exemple le reuse, qui se développent beaucoup dans la ville, où ces eaux de reuse peuvent être utilisées pour les arrosages, pour les traitements, pour les lavages des chaussées dans la ville. Je vais finir également par un autre domaine très à la mode aujourd'hui et qui met en avant ce nexus eau-énergie. Je voulais vous parler d'hydrogène vert. Donc, on est toujours dans l'ingénierie circulaire. Et un exemple chez Veolia, où on a proposé d'appliquer un procédé en place sur la production d'hydrogène par réformage par vaporéformage du méthane, donc un procédé vraiment pour les énergies fossiles. Nous avons proposé d'appliquer ce procédé à notre biogaz, donc biogaz issu de la digestion des eaux usées. Et donc alors ça c'est un point important du génie des procédés, expérimenté sur un pilote, autre paradigme important. Nous avons mis en place un pilote sur une station d'épuration dans le sud de la France pour appliquer ce procédé catalytique à notre biogaz brut, donc un mélange de méthane, de CO2 et de différents autres composants qu'il a fallu purifier. Mais ensuite, donc, en utilisant ce procédé existant, peut-être en adaptant la partie catalyse, pour avoir in fine une production d'hydrogène décarboné et du CO2 biogénique qui est valorisable, par exemple, sur des serres à proximité. Le but du projet, c'était de donc valider la faisabilité de ce procédé de réformage du biogaz et surtout d'évaluer ce procédé d'un point de vue technico-économique et environnemental. Donc voilà une photo de notre pilote qu'on a installé sur la station d'épuration de Hyères, à côté de Toulon, avec des partenaires qui sont ici. Donc, bon, je ne vais pas rentrer sur le détail, mais vous retrouvez tous ces flux et le fait que, oui, il faut gérer ce réacteur, qu'il faut chauffer par une partie du biogaz et faire tous les bilans matière et énergie, vérifier sa stabilité dans le temps. Donc là, on voit la concentration en hydrogène dans le temps et l'autre, c'est en CO2 résiduel sorti PSA, parce que comme tout à l'heure, différentes opérations unitaires, une fois qu'on a produit
d'hydrogène en mélange avec le CO2, il va falloir le séparer, c'est l'unité PSA qui est ici, et ensuite il faut le comprimer une fois purifié pour alimenter la mobilité, vu que c'était un projet sur la mobilité. Donc je passe très rapidement, mais surtout, donc, on a voulu comparer cette filière de production d'hydrogène vert à partir de biogaz avec les autres applications. En particulier, le biogaz peut aussi être utilisé directement pour la mobilité, par le bio-GNV. Et également, l'hydrogène, on peut le produire par électrolyse. Donc, quelques conclusions du projet. Donc, un coût qui reste élevé, et je dirais même très élevé par rapport à l'hydrogène carboné, qui est plutôt autour de 2 € du kilo. Et un positionnement de cette filière biogaz pour la mobilité, où on a montré qu'en fait, cette filière biogaz a un impact carbone le plus faible. Et je dirais loin devant l'électrolyse en particulier, parce qu'il s'agit de petites unités. Donc, évidemment, il faut analyser les conditions de l'essai. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples. J'aurais pu parler évidemment du captage CO2, de valorisation diverses. Mais voilà, donc je pense qu'en effet, en conclusion, cette transformation écologique, elle est nécessaire, elle est attendue. Et je pense sincèrement qu'elle sera possible par le génie des procédés. Nous sommes vraiment au cœur de ce challenge. Et pour cela, peut-être que le premier challenge, c'est en effet de mieux faire connaître le génie des procédés, de partager notre vision systémique, qui est un mot fort du génie des procédés. Donc pour ça, développer cette notion d'ingénierie circulaire. Donc comme je vous l'ai dit, je vous invite à lire notre prochain livre blanc. À la SFGP, on veut s'appuyer sur nos experts pour partager notre vision et la faire connaître de nos décideurs politiques. Et la réponse, sincèrement, comme je l'ai dit, donc c'est le génie des procédés. Par son approche systémique, on est vraiment à l'interface de toutes les disciplines nécessaires. Donc, on peut vraiment créer le lien et agir vraiment comme un architecte pour trouver la solution la meilleure d'un point de vue technique, économique et environnemental. Et pour cela, la SFGP, donc avec nos moyens et notre casquette d'association et de think tank, on essaie de développer la pédagogie auprès des citoyens et des décideurs, auprès des jeunes également, en continuant à développer l'animation scientifique et de partager nos innovations en attirant les talents vers les écoles et les universités. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, je ne vois pas bien l'heure. Je vous remercie pour votre attention et je finirai en vous donnant rendez-vous à notre prochain congrès 2024 du 15 au 17 octobre à Deauville. Merci. Merci beaucoup François pour l'exposé de ces enjeux, de ces applications concrètes. Est-ce que nous avons quelques questions? Je n'en vois pas. Bon, je n'ai pas été trop long finalement, j'ai respecté l'horaire. Non, ça va, pas de souci au niveau horaire. Je dirais que c'est un petit peu frustrant de prendre quelques exemples en peu de temps comme ça, en sachant qu'ils sont tellement nombreux. Alors, tout à l'heure, j'ai vu passer l'exemple de l'huile de ricin et de produire des polymères à partir de l'huile de ricin. J'ai en tête un très bel exemple d'Arkema. Je ne sais pas si vous avez vu cette innovation, où Arkema, en lien avec une start-up suisse, a développé une chaussure de running, comme on dit en bon français, conçue à 100% avec le même polymère, et avec un nouveau concept qui est un service, c'est-à-dire qu'on n'achète plus la chaussure, mais on achète l'usage. C'est-à-dire quand la chaussure est utilisée, Arkema la reprend, refournit une autre paire de chaussures. Et comme la chaussure est conçue des mêmes polymères biosourcés à partir de ricin, justement, il y a en effet un thermoplastique, et bien, le recyclage s'en trouve facilité parce que toutes les parties de la chaussure sont issues du même produit. Voilà. Petit exemple, les produits, c'est à la fois pour favoriser, donc c'est de l'éco-conception, c'est un recyclage qui est favorisé et c'est un polymère qui est biosourcé. Donc voilà, c'est un très bon exemple. Allez sur le site Arkema. Je fais de la pub pour Arkema, mais voilà, en tout cas, c'est un bel exemple de démarche d'éco-conception. Ça doit démarrer par là. Ok, merci. Alors, nous avons une question. J'essaie de la lire, peut-être. Pour la transition énergétique et environnementale, je pense que l'objectif des unités de production est de produire avec 0 déchet. Pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas l'eau traitée dans l'usine laitière au lieu de rejeter le surplus dans le canal? Je n'ai pas compris la fin. Pourquoi on ne valorise pas l'eau traitée dans l'usine au lieu de rejeter le surplus dans le canal? Alors,
je suis passé un petit peu vite sur les différentes solutions qui ont été mises en œuvre. Alors, je prends un exemple effectif, hein, les solutions sont en place, mais c'est le reuse. Enfin, ce que je vais présenter. Alors, hop, mais oui, bah, c'est ce qu'on nous propose de faire. On peut le faire également au-delà des industries laitières, sur les stations d'épuration des eaux usées municipales. Mais là aussi, il faut le faire avec la pleine maîtrise des risques. Donc, il faut s'assurer que pour des aspects économiques, on est en mesure aujourd'hui de produire une eau de qualité eau potable à partir d'eau usée. Évidemment, ça exige de mettre en œuvre des technologies performantes et coûteuses en énergie ou en investissement, comme le suppose inverse. Donc l'idée, en effet, c'est comme l'exergie pour les flux énergétiques, ben, c'est adapter la qualité de l'eau à ces usages. Et ensuite, il peut y avoir, on a besoin aussi de pédagogie pour expliquer que le risque est maîtrisé et qu'on ne va pas disperser des risques biologiques à travers la ville, par exemple. J'ai en tête des projets qu'on appelait Smart Fertile Reuse, qui est d'utiliser une eau usée retraitée pour aller irriguer des champs. Et à notre grande surprise, on s'est heurté à des levées de boucliers des riverains qui ont accusé Veolia, la méchante multinationale, qui allait disperser des risques biologiques dans les riverains. Donc voilà, mais même si en effet, ils ont raison dans le sens qu'on a vraiment basculé d'un paradigme de traitement. On parle de traitement des eaux, de traitement des déchets, donc c'est éliminer le risque. Aujourd'hui, un objectif de valorisation. Donc ça complique. Et c'est là que, pour revenir à la question, je pense qu'il faut vraiment inscrire cet aspect valorisation dans le territoire. Il n'y a pas forcément tous les usages dans l'usine. Et c'est là que, bon, je prenais l'exemple de l'écoparc. J'aurais pu prendre l'exemple de Renault. Je pense à leur concept de refactory aujourd'hui à Flins, où la voiture est déconstruite pour être remise à niveau. Et c'est là que si la voiture a été pensée par éco-conception, on peut aller chercher la matière qui peut être recyclée dans une usine à proximité ou faire rejoindre ce petit flux de déchets dans un flux plus important où on aura une économie d'échelle pour mettre en place des procédés de recyclage. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, oui, il faut privilégier le recyclage en usine. La question est tout à fait pertinente. On le fait pour l'énergie de longue date. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, petite parenthèse, moi, je prône une énergie chère. Enfin, si on veut décarboner notre économie, il faut que l'énergie, en particulier l'énergie fossile, soit chère, de façon à autoriser le développement de procédés alternatifs, biosourcés ou de recyclage, etc. Parce que, bon, de manière très modeste, je dirais, par ma petite expérience, je me suis aperçu qu'au-delà des grandes paroles, c'est l'économie qui prime. Merci beaucoup, je pense que c'est très clair. Il semblerait que Intisar voudrait intervenir sur la question. Non. Ah. C'était juste pour classer dans questions-réponses. Ok, très bien. Donc, nous n'avons pas d'autres questions. Donc, rendez-vous à Deauville et il y aura des conférences sur l'ingénierie circulaire. Ok, merci beaucoup encore. Je pense qu'on va passer à la partie suivante. Claudia. Eh ben, on va laisser la parole à Nouria Fata. Donc, Nouria qui est enseignant-chercheur à Centrale Lille. J'en dis pas plus. Nouria, tu te présenteras. Bien, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Tout d'abord, bienvenue à ce webinaire et surtout à cette table ronde intitulée Les métiers du génie des procédés. Donc, on fait une formation en génie des procédés et bien sûr, on se pose la question sur les débouchés. Pour répondre à vos questions, nous avons invité 6 jeunes cadres
qui travaillent dans le métier du génie des procédés et qui vont bien sûr répondre à vos questions. La table ronde sera animée par mon collègue, monsieur le professeur Eric Scher, de l'ENSIG et de moi-même. Et donc, pour commencer, je laisse quand même mon collègue professeur Scher se présenter en quelques mots et après on continue. Merci Nouria. Merci à tous. Ben voilà, moi je suis enseignant dans une école de génie des procédés et donc je contribue à la formation de futurs ingénieurs en génie des procédés. Nouria Fatah est aussi professeure, elle est dans une école à Lille, donc moi je suis à Nancy, Nouria elle est à Lille et elle contribue aussi à former des ingénieurs en chimie et en génie des procédés. Donc, comme le disait Nouria, voilà, on a un panel de 6 jeunes diplômés avec des niveaux différents. Il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont techniciens supérieurs, il y en a qui ont fait des masters. Et puis, bah, ce qu'on propose, c'est de commencer par une petite présentation de ces personnes. Donc, c'est les 3 premiers, Louise, Selena et Tony, vont se présenter en quelques minutes. On avait dit en 180 secondes, mais voilà, on ne va pas chronométrer. Et puis après, on pourra passer une première partie d'échange et discussion. Et puis, on continuera avec Intisar, William et puis Bilal. Donc, ben, Louise, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse la parole. En quelques Oui, phrases, si vous voulez vous présenter, ce serait bien. très bien. Eh bien, bonjour tout le monde, je suis Louise. Je suis fraîchement diplômée ingénieure. Donc, je vais vous faire très rapidement mon parcours. Donc, j'ai fait un bac scientifique et j'ai poursuivi par une classe préparatoire aux grandes écoles, filière PC, physique-chimie. Et à ce moment-là, il a fallu choisir l'école d'ingénieur. Et j'avais envie d'être utile à la société. Et on peut être utile de plein de manières en étant ingénieur, mais moi, j'avais envie de participer à la transition énergétique. Et pour moi, ça passait par l'industrie. Et donc, c'est la raison principale qui a fait que je suis arrivée à l'ENSIC, l'École nationale supérieure des industries chimiques. Donc, on a une formation en génie des procédés. On nous apprend à concevoir, dimensionner, les plein de compétences scientifiques et techniques du génie des procédés. Et en particulier, moi, j'ai suivi un parcours de spécialisation. Il y a plusieurs parcours de spécialisation à l'ENSIC. Moi, j'ai suivi celui en biotechnologie. Donc, c'est donc la mise en œuvre de tous les procédés de la chimie du vivant. Et au cours de ma formation à l'ENSIC, on a la chance de faire plein de projets, notamment un projet de R&D. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie, moi, de faire de la recherche par la suite. J'ai même fait mon stage de fin d'études en R&D. Et donc, bah, j'ai voulu poursuivre dans le monde de la recherche après l'ENSIC. Et c'est pour ça que désormais, je suis doctorante à Lyon, dans un laboratoire qui s'appelle le LAGEP, le laboratoire d'automatique génie des procédés génie pharmaceutique. Et donc, ma thèse, elle s'inscrit dans tous les enjeux autour de l'eau, notamment la production d'eau potable à partir d'eau salée. Et pour ça, on utilise un procédé qui est un procédé de filtration membranaire. Donc, je travaille sur de l'osmose inverse et mon sujet porte sur l'analyse du colmatage des membranes de filtration. Parce qu'évidemment, si c'est colmaté, la filtration est moins efficace. Donc, d'un point de vue énergétique, on perd beaucoup d'énergie et d'un point de vue production, on perd de la matière. Et donc, ce que j'aime vraiment dans mon travail actuellement, c'est que c'est vraiment un mélange de pratique, d'expérimental. Je suis au laboratoire, j'ai un dispositif expérimental, je fais des tests de colmatage sur mes membranes. Et de l'autre part, il y a toute la partie théorique, compréhension des phénomènes. On utilise des modèles pour simuler le colmatage. Et aussi, j'ai l'opportunité de faire des heures d'enseignement à la fac. Donc, je fais des TP de filtration et de cristallisation, par exemple. Voilà Merci. mon parcours. Merci Louise, c'est très intéressant. Selena, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, donc je m'appelle Selena, j'ai 22 ans. Donc moi aussi j'ai d'abord fait un bac, donc un bac scientifique. J'ai ensuite enchaîné avec un DUT génie chimique, génie des procédés que j'ai fait à Lyon, à Lyon 1 à la DOA. Et donc ce DUT se faisait à cette période-là en 2 ans. Et donc pour compléter cette formation, j'ai effectué une licence professionnelle, donc la licence procédé d'élaboration et de production solide divisé que j'ai fait à Lyon aussi. Cette licence, elle se faisait donc en alternance et j'ai donc fait 1 an d'alternance chez Sanofi. Donc ça, c'était il y a à peu près 1 an et demi.
à l'issue de cette licence, j'ai été embauchée donc à l'IFPEN, l'Industrie française du pétrole et des énergies nouvelles, qui est donc l'entreprise où j'ai effectué mon stage de fin d'année de DUT, qui s'est du coup bien passé. J'ai donc l'un des buts principaux de l'IFPEN est donc de développer et de vendre des catalyseurs qui est donc, enfin, du coup, je bosse sur je bosse sur ça. Je suis donc technicienne procédé et plus particulièrement, j'opère une unité pilote qui se situe à mi-chemin entre l'échelle laboratoire et l'échelle industrielle. Donc, c'est un centre de recherche. Donc, on n'est pas dans de la production, on est plus dans de la recherche. Et donc sur cette unité pilote, au cours des journées, je vais devoir opérer. Donc l'unité pilote est composée surtout donc d'un réacteur. Un réacteur qui va donc être rempli par un catalyseur qui soit solide ou liquide. Et donc c'est plus sur cette partie-là où moi je vais intervenir dans vraiment l'opération de cette unité, sachant que ce travail se fait en collaboration avec un ingénieur. Sur une première partie de projet, ça se fait donc plus avec un ingénieur procédé, donc qui est en lien aussi avec ma formation. Donc, on va plus faire de la recherche sur un mode opératoire, sur des paramètres, comme par exemple la température, la pression, savoir pendant combien de temps on va rester je ne sais pas, 150 degrés, 50 degrés. Donc, il y a toute une partie de recherche où là, donc, je suis plutôt sur la partie pratique de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, avec quel matériel, si cette unité, ben, elle peut chauffer à 150 degrés. Si l'ingénieur, dans ses calculs, me dit, ah, j'aimerais bien être à 500, moi, du coup, je vais intervenir pour lui dire, ah bah d'accord, il va falloir modifier ça, on ne peut pas le faire, il va falloir utiliser un autre système, donc pour toute cette partie plus technique. Et ensuite, on a une deuxième partie, une fois que donc ces paramètres opératoires ont été décidés, on a une partie plus expérimentale sur le choix des catalyseurs. Donc, on en revient un peu à l'objectif. Et là, on va plus travailler avec un ingénieur, mais lui spécialisé sur les catalyseurs, avec qui on va discuter, qui va nous dire, alors là, j'ai pensé à ça, il faut qu'on teste ce catalyseur avec toutes, avec donc les paramètres qu'on a décidés avant. Et sachant on va travailler avec des fluides, que ce soit gazeux ou liquides, ou les deux. Et je peux intervenir aussi donc, dans une partie un peu plus analyse. Bien sûr, les analyses plus poussées sont avec le service analytique, mais je peux faire des analyses les premières analyses. Typiquement, on a des densimètres pour analyser la densité de certains fluides. Donc voilà. Sachant que c'est un travail d'équipe et que donc typiquement, je travaille sur 2 unités pilotes avec une deuxième personne. Je suis titulaire sur l'une et binôme sur l'autre. Comme ça, s'il y a des choses à faire qui sont plus faciles à 2, on peut les faire à 2. Et aussi en cas de vacances, d'absence, on peut se remplacer. Donc ça nous fait un petit travail d'équipe intéressant. Voilà. Merci, Selena. Et puis, notre troisième panéliste aujourd'hui, c'est Tony. Bonjour, donc moi c'est Tony Marcato, j'ai 25 ans, je suis diplômé depuis 2 ans de l'ENSA 7. Je suis sorti d'un bac S scientifique, option sciences de l'ingénieur. Je suis parti sur l'IUT génie chimique, j'ai procédé à Toulouse. Puis après, je suis continué à l'ENSA 7, dit la 7, en option génie des procédés. Et en dernière année, je me suis spécialisé avec l'efficacité énergétique, notamment la méthode Pinch. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur par alternance chez CEPIC à Castres, usine de production de produits chimiques et pharmaceutiques pour le domaine du cosmétique, pharmaceutique, mais aussi de l'industriel. Durant l'alternance, j'ai travaillé sur les économies d'eau, mais aussi sur des projets, parce qu'au début, j'étais au bureau d'études, puis après, je suis passé en production pour travailler sur les économies d'eau de ville, qui sont un sujet pour tous dans l'industrie. Et enfin, je suis revenu à la direction technique pour des projets plus conséquents. Et mon centre d'intérêt sur les projets, c'est plus la partie nettoyage en place, qui est, on va dire, chez nous,
pas très avancé. Et donc, du coup, je suis en train d'installer beaucoup de nettoyage en place qui permettent de nettoyer les cuves ou des lignes avec du recyclage, tout ce qui est parti pour notamment consommer moins d'eau. Donc, du coup, je n'ai pas forcément de journée type. Je navigue entre l'étude et la construction. Donc, j'ai deux chapeaux, on va dire, la partie étude, donc l'ingénieur procédé qui fait ça, calcul de pompe, mécanique des fluides, calcul de lignes, calcul de perte thermique, d'échangeurs. Et enfin, il y a la partie construction, donc on va réaliser, on va construire ce qu'on a étudié. Donc, du coup, on peut dire qu'on fait quelque chose de nos 10 doigts, même en tant qu'ingénieur. C'est ça qui est bien, le côté pratique, le côté chantier, le côté humain aussi avec le management des différentes équipes sur site. Donc, on voit beaucoup d'aspects, on va dire, du terrain, mais aussi le côté études. Donc, on a un rythme à la fois 50% derrière un bureau et 50% sur le terrain. Voilà. Merci. Merci, Tony. Oui, merci à vous trois. Donc, on va passer maintenant aux questions. Donc, si vous avez des questions à poser à Selena, à Louise ou Tony, qui ont vraiment de l'expérience dans ce domaine-là, allez-y. Sinon, c'est moi qui va poser, ou c'est mon collègue Eric qui va poser les questions pour animer cette table ronde. Bon, en attendant vos questions, donc on va essayer. Donc, on va essayer. Alors, On a un écho. oui, il y a un écho. On va. Alors, oui, il y a un écho. On va. Sinon, si je peux intervenir, moi j'aurais bien une question à poser à nos trois jeunes experts en génie des procédés. Est-ce que vous connaissiez le génie des procédés avant le bac? Et qu'est-ce qui vous a attiré au moment où vous l'avez découvert? Alors, pour ma part, je l'ai appris au niveau des vœux par un ancien élève du DUT et qui m'a vendu ça, en fait. Il m'a dit, ben, tu vois le chocolat, tu as la formule du chocolat, ben, avec ce DUT, tu apprends à le fabriquer. Voilà. Donc, du coup, j'y suis allé sur ce DUT parce que j'aimais la chimie et la physique. Et ensuite, ben, ça m'a plu, j'ai eu de bonnes notes et donc j'en ai profité pour continuer. Merci. Et Louise ou Selena, est-ce que vous voulez intervenir aussi sur cette question? Oui, bah, personnellement, je connaissais pas du tout. J'avoue que je suis un peu tombée dans ce DUT par hasard. Enfin, sortie de terminale, moi, je voulais faire de la chimie, c'est tout ce que je savais. Et quand j'ai mis mes vœux sur Parcoursup, j'ai vu génie chimique. Je me suis dit, ah, c'est sympa, génie chimique, ça fait plus stylé que chimie, et voilà. Mais finalement, ça m'a bien plu et je suis restée, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était en y allant. Moi, Allez-y. pareil, au lycée, aucune idée du génie chimique. Même si je me souviens, j'avais fait les Olympiades de la chimie et ils avaient quand même sacrément insisté sur les applications industrielles. Mais ça, c'est pas quelque chose qui marque au moment où on est au lycée. Juste nous, au lycée, on est sur notre paillasse, on fait nos mélanges, c'est super chouette. Et ensuite, on a envie de faire de la chimie, donc on arrive dans des formations de chimie, que ce soit à la fac ou en classe préparatoire. Et c'est ensuite quand il faut choisir vraiment où on commence à se renseigner. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, il y a des choses concrètes qui existent. Enfin, moi, c'est vraiment le choix, ça a été pareil, les vœux pour rentrer en école d'ingénieur. D'accord. Tony, moi j'ai une question pour vous. Donc vous êtes chef de projet, vous avez des responsabilités. Vos premiers pas, c'était allez, c'est du challenge ou c'était bon, là je vais apprendre, je suis stressée. Comment vous pouvez nous décrire vos premiers pas dans le monde du travail? Euh, les premiers pas dans le monde du travail, on doit déjà être humble, rester humble, que ce soit même en stage IUT ou en première expérience en tant qu'ingénieur, et encore plus humble en tant qu'ingénieur parce qu'on est beaucoup attendu par notre niveau d'études, dans le sens où les paroles, c'est il sort des études d'ingénieur, il va vouloir tout révolutionner. Donc il faut rester humble, rester à sa place et apprendre beaucoup de tout le monde, allant des opérateurs à la direction. On est une éponge à cette époque-là, donc on est prêt à tout absorber, pour tout intégrer, pour tout retenir, essayer de retenir le plus possible. Donc c'est challengeant parce que des fois on va se reposer sur des nouvelles technologies qui existent, donc on apporte ça.
mais aussi des nouvelles technologies et qui existent ailleurs et pas chez nous. Donc, on va essayer d'apporter ça, d'apporter un air frais. C'est ce qu'en fait apporte les nouvelles vagues d'alternants, de stagiaires ou de nouveaux ingénieurs, quoi. Et ensuite, c'est motivant parce qu'on a envie de voir ce qu'on a appris fonctionne et aussi de le voir fonctionner, c'est encore plus gratifiant. Merci. Et peut-être moi, je vais en profiter aussi. Elle a une question. Donc, on a 3 profils différents de BUT, de formation par apprentissage. On a beaucoup de formations par apprentissage dans les écoles maintenant, puis une formation plus classique pour Louise. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver du boulot tous les 3? Personnellement, non, pas du tout. Mais c'est parce que je suis partie sur quelque chose de très académique. La thèse, c'est académique et j'ai eu la chance de trouver le sujet de thèse que je voulais faire, qui me plaisait. Ça devait être celui-là. Et donc, moi, j'ai candidaté et j'ai fait comprendre à ma directrice de thèse que c'était ce sujet-là pour moi ou pas de thèse. Tout à l'heure, Marie-Christine a fait un super exposé où elle a parlé des écoles d'ingénieurs qui font du génie des procédés, mais il y en a d'autres, des écoles qui font de la chimie avec un enseignement transversal qui est le génie chimique. Donc, on se pose la question hein, pour Selena, Luis ou Tony, ceux qui ont eu une formation chimie, comment voyez-vous ou est-ce qu'on vous a parlé, est-ce qu'on vous a informé sur le métier de celui, de celui qui va exercer le métier du génie des procédés? Comment on vous a formé pour cela? Est-ce que vous pensez que les informations données sont suffisantes ou vous avez des idées pour pouvoir améliorer ça? Personnellement, je pense qu'au niveau de l'NCA7 ou même du DUT, on a bien été formé, dans le sens à savoir ce qu'on pourrait appliquer plus tard dans le monde du travail. Et les enseignements sont très pratiques, notamment illustrés par les TP. Donc, on arrive à mettre en œuvre et à comprendre ce qu'on est en train d'étudier. C'est très pratique, hein. Quand j'ai évoqué le thème du chocolat, c'est vraiment, comme vous avez pu l'évoquer avec des procédés un peu plus complexes, c'est vraiment très appliqué, quoi. Ça qui est bien, c'est du concret, c'est du réel, c'est réaliste, quoi. Cela veut dire que le génie chimique qui est enseigné est un génie chimique où il y a de la théorie, mais surtout, hein, vous avez des installations quand même qui ne sont pas sur paillasse, hein, mais qui sont assez importantes pour voir les différentes conditions opératoires, température, débit, mélange, et qui va vraiment vous montrer ou vous démontrer un petit peu ce que vous pouvez faire dans l'industrie. C'est un petit peu ça, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes, hein, c'est que vraiment, vous voyez la matière, vous ne travaillez pas sur la paillasse, mais on vous apprend comment passer de l'échelle moléculaire à l'échelle du produit. Donc, ça veut dire que ce qu'a présenté Marie-Christine, justement, cette formation vous a aidé pour avoir une grande visibilité sur le métier que vous allez faire ou c'était pas très clair? Ça aussi, on a besoin de mettre cette lumière-là pour les jeunes qui veulent s'intéresser au génie des procédés. Bah, si je peux répondre, d'avoir une formation, génie des procédés, typiquement, bah, là, ce qui est le BUT, on a vraiment des TP qui sont explicites et si, je peux recommander quelque chose, ça serait, si la formation est possible de la faire en alternance et que c'est, vraiment un gros plus. L'alternance, l'entreprise, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, enfin les formations sont très bien faites. Le DUT, est très bien fait, mais, c'est toujours différent, de l'entreprise et c'est vraiment une fois en entreprise qu'on comprend et qu'on réalise réellement quel est le métier, comment ça se passe. Parce que, bah, c'est un fonctionnement différent. L'école, l'entreprise, ça a rien à voir, même si on a le principe, on sait où on va. L'alternance aide, beaucoup, enfin, aide vraiment beaucoup plus. C'est vraiment un plus, oui. Alors, cette formation d'alternance, elle est disponible pour des BUT. Tous les BUT proposent des formations d'alternance et elles sont aussi désormais disponibles en école d'ingénieur, hein. C'est ce qu'a fait Tony, c'est une formation par alternance.
Et pour reprendre l'exemple du chocolat, bah, effectivement, dans une usine de chocolat, il y a des ingénieurs de génie des procédés qui vont travailler à la fabrication du chocolat pour le cristalliser, pour le chauffer, pour le refroidir, pour le stocker. Donc, c'est aussi de l'optimisation de procédés. Donc, il n'y a pas que des ingénieurs de génie des procédés, mais il y en a aussi. Ce que je vous propose, s'il leur tourne, et a priori, il n'y a toujours pas de questions sur le chat, c'est de passer à la présentation des 3 autres panélistes. Oui, Et dans ce cas-là, dans l'ordre, ça serait Intisar, puis William, puis Bilal. Pareil, présentez-nous un peu qui vous êtes, votre parcours et ce que vous faites. Du coup, bonjour à tous. Je suis Benassene Intissar, j'ai 21 ans et je suis actuellement en BUT, donc le nouveau DUT plus licence pro à l'IUT Lyon 1 à la Doua. Donc comme à peu près ce que Selena a fait en génie chimique, génie des procédés, bien sûr. Et donc j'ai fait une première année normale et ensuite ma deuxième et troisième année, j'ai eu le choix de passer en parcours alternance et c'est ce que j'ai choisi justement pour découvrir le monde du travail et toujours garder ce côté théorie et pratique, cas réel, mise en situation. Euh, du coup, mon alternance, je la réalise chez Excel Fibers. C'est une entreprise, en tout cas sur notre site à Roussillon, il est placé sur une plateforme chimique et on a pour but de créer de la fibre de carbone. Donc, on part d'une réaction chimique, à savoir une polymérisation, pardon, radicalaire, et après ça, on extrude ce polymère et on a une certaine fibre et cette fibre, on va la cuire et on va avoir la fibre de carbone, fibre très résistante, utilisée dans beaucoup d'applications, que ce soit l'aérospatiale, l'aérodynamique, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Le sport, le loisir de manière générale. Mais si vous voulez, comme client principal, on va retrouver Airbus, Safran et d'autres grands noms de l'aéronautique. Pour ma part, je réalise une alternance du coup au service de la maintenance. Donc, pourquoi la maintenance? Pour avoir accès en fait à tous les secteurs qu'il y a chez nous en production, donc que ce soit de la chimie ou de la fibre. La maintenance aussi parce que ce qui est fort avec le génie des procédés et ma formation à l'IUT, c'est qu'on s'intéresse autant à ce qu'il y a à l'intérieur de nos installations qu'à l'installation en elle-même. Et donc la maintenance, c'est vraiment le le cas pratique parfait pour se rendre compte de tout ça. Et toujours en gardant en tête tout ce qui va être amélioration continue, optimisation, etc., ce qui n'est pas purement de la maintenance, mais on va dire de la maintenance préventive long terme. Et justement, moi, j'ai été embauchée pour, à la base, 2 grands projets. J'ai réussi à en accomplir un déjà durant la première année, et là, j'en ai un autre qui continue et qui normalement sera finalisé sur les semaines à venir. Et donc, par exemple, j'avais pour projet de gérer un énorme chantier assez important pour notre ligne de production, à savoir une modification de technologie de pompe. Et, et en gros, ce chantier, il est passé par plusieurs choses, à savoir se renseigner sur toute la documentation de ce qui est en place actuellement, comparer avec toutes les autres technologies qui existent sur le marché, dimensionner cette nouvelle pompe, ses caractéristiques, gérer la sous-traitance, gérer réellement la réalisation du chantier. Et après ça, parce qu'un chantier ne s'arrête pas lorsque on pose les outils, mais après, il y a tout ce qui touche à la documentation, aux certifications, aux tests de mise en marche, etc. Et donc ça, on va dire que c'était le projet le plus colossal de mon alternance. Et de manière générale, je suis touchée par les tâches habituelles de la maintenance qu'on peut avoir en tête. Et voilà, à peu près, pour mon profil actuel. Merci. Merci de votre présentation. On passe la parole à William. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement mon métier. Donc, actuellement, je travaille dans un laboratoire de recherche à Lille. Et mon métier, globalement, c'est aider les entreprises à améliorer leur usine. Donc, pour cela, je monte au laboratoire des pilotes. J'ai d'abord commencé par faire une licence de physique à l'Université de Valenciennes. Puis, j'ai continué avec un master de chimie. À la fin
du master, j'ai eu la possibilité de faire un stage au laboratoire de chimie de Lille, donc en cristallisation, en partenariat avec une entreprise. Et à la fin du stage, on m'a proposé de faire une thèse sur un procédé. Donc moi, le procédé, je n'ai jamais entendu parler avant. Et c'est en thèse que j'ai découvert le procédé. Donc globalement, j'ai fait un procédé de cristallisation au laboratoire. Donc j'ai dû monter un pilote. Donc pour cela, j'ai dû sélectionner les éléments du pilote. J'ai dû étudier la réaction chimique. J'ai choisi le matériau qui est adapté à la réaction. J'ai monté le pilote. Donc j'ai fait les premiers tests. Et maintenant, je suis en contrat postdoctoral. Donc après la thèse, j'ai fait un contrat pour optimiser le pilote. Donc actuellement, ce que je cherche à faire, c'est à optimiser la production de cristaux que je forme. C'est améliorer les propriétés, augmenter la cadence de production et me rapprocher vers ce que l'entreprise veut faire. Donc régulièrement, j'échange avec l'entreprise qui est partenaire du projet. Et donc l'objectif après, ça va être pour l'entreprise de former, de créer dans son usine l'équivalent de mon pilote. Voilà, donc je vous remercie. Merci William. Et puis le troisième panéliste, c'est Bilal. Donc on vous laisse vous présenter aussi. Bonjour à tous et à toutes. Moi, j'ai fait un bac S puis une classe prépa. Puis j'ai passé les concours pour intégrer l'ENSIC. Alors à l'ENSIC, j'ai fait la filière procédé pour l'énergie et l'environnement. Et j'étais très intéressé par ce secteur qui est en plein essor avec la transition, etc. Donc par la suite, j'ai continué avec l'IFP, donc un master de spécialisation, l'IFP School. J'ai fait mon apprentissage dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est Axens, donc c'est une filiale de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Alors, qu'est-ce que fait Axens? Alors, Axens est licensor dans le domaine de l'énergie. Donc, ils vendent des technologies. Par exemple, si demain vous êtes un acteur de l'énergie ou tout simplement un raffineur comme Total ou Exxon et que vous voulez produire un certain produit dans un pays, mais que vous n'avez pas la technologie dans votre portefeuille, vous allez voir Axens et vous leur demandez s'ils peuvent utiliser notre technologie sous bien sûr une certaine somme d'argent. On produit alors principalement ce qu'on appelle des process books, des livres de procédés. Donc ces livres de procédés comprennent le dimensionnement des unités, des vannes, des lignes, etc. Des équipements, des réacteurs, des colonnes, des échangeurs de chaleur. Donc moi j'ai très vite appliqué tout ce que j'avais appris à l'école, voilà. Et alors Axens, on ne fait pas que ça, on fait de l'assistance technique, c'est-à-dire qu'on suit les unités pour lesquelles on a fait le design, on les améliore continuellement et on fait aussi du démarrage et du commissioning. Donc on va sur le terrain, on inspecte les unités, on regarde que tout a été fait comme on l'a demandé. Et puis s'il y a des problèmes, on participe à l'amélioration, aux corrections, voilà. Donc, le domaine, vous l'avez compris, donc il y a bien sûr les domaines classiques comme le raffinage et la pétrochimie, mais pas que. Donc, comme Axens est en partenariat constant avec l'IFP, on a plein de nouvelles technologies dans les domaines du renouvelable et qui n'ont plus qu'à être vendues si il y a des acteurs intéressés. Voilà. Si vous avez plus de questions, je serais ravi de répondre. Voilà, merci. Merci à vous trois. Je ne sais pas si tu as des questions, Eric. Oui, je peux avoir des questions. Je regarde s'il n'y en a pas sur le chat. Il y en a une, peut-être. Il y a une question sur le chat concernant la fibre de carbone. Donc, c'est une question assez pointue. Est-ce qu'il s'agit d'un procédé d'oxydation hydrothermale? Quelle est la température d'oxydation? Donc, je ne sais pas s'il y a des secrets industriels. Eh ben justement, c'est ce que j'allais dire, en raison de confidentialité, je ne peux pas donner la température. Par contre, je peux vous dire qu'on passe la fibre de notre polymère, on la passe à travers différents fours et que la température évolue au cours des différents fours et que je ne peux pas vous dire la nature de l'oxydation non plus. Mais voilà,
Et en sortie, on a notre fibre de carbone bien résistante et dessus, on réalise tous les tests qu'il faut, etc. au laboratoire. Merci Intissar de ces précisions. Donc ce qu'on voit, c'est que voilà, on est amené à travailler aussi sur des procédés compétitifs et innovants qui peuvent être protégés par des aspects de confidentialité. Je pense que c'est le cas pour tous les intervenants. Si on prend les questions qu'on avait, il y avait voilà, il y a la Il y a réponse une autre sur le question. chat. Non, c'est la réponse sur le chat. Ce qu'on voit, c'est que William nous a déjà indirectement répondu. Vous ne connaissiez pas le génie des procédés avant de démarrer la thèse, Non, quasiment. c'est en thèse que j'ai découvert ça. C'est quand j'ai dû monter le pilote. Mais comme j'ai fait avant de la chimie et de la physique, en fait, j'ai utilisé toutes les matières que j'avais utilisées avant pour mettre en place le pilote. Donc, ça rejoint ce que disait Marie-Christine, c'est l'aspect synthèse entre maths, physique, chimie. Oui. Ouais. Et pour Bilal et Intissar, c'est des choses que vous connaissiez avant d'entrer dans vos études en procédé? Du coup, je me lance en premier. Allez. Alors, en terminale, j'étais en bac S, option physique-chimie, donc j'avais, je pense, quelques heures en plus dans la semaine que ce qu'il y avait de base, bref. Et en fait, dans ce cours, j'avais une enseignante qui était également enseignante à CPE Lyon, qui m'avait déjà parlé du génie des procédés et de sa différence entre échelle laboratoire, échelle industrielle, demi-grand, enfin, échelle pilote. Et j'étais décidée à aller en chimie, mais chimie pure, donc échelle laboratoire. Après, il s'est passé des choses lorsque j'ai postulé et candidaté en post-bac qui m'ont fait atterrir en génie chimique, génie des procédés à Lyon 1. Et à la base, je voulais juste aller en chimie. Mais curieuse que je suis et vu en fait comment dire, à quel point est-ce que c'était intéressant, tout simplement, et les applications, etc., au monde de manière générale. Et il y avait aussi cette notion de me rendre utile pour la société et pour le monde de manière générale. Je suis restée et j'ai pris plaisir, tout simplement, à comprendre ce qu'était le génie des procédés et à comprendre comment l'utiliser et où l'utiliser, à peu près partout, du coup. Et donc moi, c'est réellement en arrivant à l'IUT que j'ai compris dans quoi je m'embarquais, mais j'en avais déjà un peu entendu parler, mais je pense que c'était au concours de circonstances, etc. Et c'est vrai il est vrai qu'en France, génie des procédés, c'est un mot qui est pas forcément, enfin un terme qui n'est pas forcément compris et connu, ce que je trouve dommage. Et même aujourd'hui, quand des collègues me demandent ce que je fais, du coup, comme je suis catégorisée alternante maintenance, je leur dis que je suis actuellement en train de préparer mon diplôme en génie chimique, génie des procédés, et il y a toujours un moment de latence pour comprendre ce que je fais. Et mon explication la plus simple, c'est le passage de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle sur tous les plans, donc que ce soit en production, en dimensionnement, en contrôle, en pilotage et en optimisation des installations. Voilà. Très bien. Donc, Merci. et Moi, Bilal, peut-être? Oui, je peux répondre. Alors, pas exactement, en tout cas pas au lycée, c'est sûr. En prépa, de mémoire, on avait un peu de physique sur les pompes, etc. Mais c'était pas non plus très, très appliqué. Et puis, quand j'ai un peu recherché les écoles que je voulais faire, j'avais un camarade de classe dont sa sœur avait fait l'ENSIC. Et donc, elle m'en a parlé en me disant elle m'a expliqué un peu ce qui était fait. Et c'est vrai que moi, au début, je voulais faire de la chimie, et je pense que ça m'aurait pas plu après coup. Mais du coup, j'ai bien fait de faire ça. Voilà. très bien, merci. Merci. Pardon, Nouria, je t'ai coupé. Oui, Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, quand moi je voulais juste faire une remarque. En fait, quand on voit que la présentation de Monsieur François Nicole sur les énergies, on voit quand même Bilal et William qui sont intégrés dans un programme d'énergie renouvelable où donc William, il n'a pas un petit peu détaillé parce que c'est confidentiel le recyclage des matériaux et pour les énergies décarbonées. Donc, on voit quand même que aussi, le procédé, il est aussi
intégrée dans tout ce qui est procédé nouveau, qui est thématique innovante. Donc, Monsieur François Nicole a bien présenté ça, je le dis aux spectateurs, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre formation, vous allez encore avoir plus d'informations et choisir aussi des thématiques dites new, hein, pour votre avenir, hein. Donc, on compte sur vous. Oui, pour rebondir sur ce que dit Nouria, effectivement, on a besoin d'énormément d'ingénieurs en génie des procédés. C'est ce qu'on voit maintenant sur les formations. Donc, moi, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs comme Nouria, comme Nicolas. Claudia est en BUT, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des besoins industriels forts en ce moment d'ingénieurs en génie des procédés, justement pour aller faire ces optimisations de procédés, pour essayer de minimiser les effluents et pour essayer d'innover sur des produits qui seront plus facilement renouvelables, ou par exemple aussi optimiser sur les aspects énergétiques. Sur ces aspects, justement, Bilal, vous êtes amené à vous déplacer. Donc là, vous avez parlé, vous êtes vendeur de licence. Donc, il y a des partenaires industriels qui peuvent acheter un procédé. Est-ce que vous, après, vous allez être amené à vous déplacer pour mettre en place ce procédé ou s'assurer de sa bonne Oui, alors marche bien? que ça marche bien. Alors, oui, il y a des. Alors, c'est quand on est ingénieur procédé, on est amené à suivre les unités. Alors, bien sûr, chez Axence, il y a un département spécialisé dans le démarrage, mais aussi en tant qu'ingénieur design, c'est-à-dire le poste pour lequel je suis actuellement, on peut être amené à se déplacer sur le terrain. Donc, on suit les unités, on fait de l'inspection, s'il y a toutes les vannes, toutes les lignes qu'on a demandées. On prépare l'unité au premier démarrage, donc quand elle va se lancer, et on attend jusqu'à que les produits sortent aux spécifications attendues par le client. S'il y a des problèmes, on est là aussi pour comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi voilà, on n'a pas la bonne température, la bonne pression, pourquoi il n'y a pas la bonne qualité de produit. Donc oui, on est aussi amené à se déplacer dans le cadre de développement de procédés. Donc on peut aller voir des clients qui ont des pilotes notamment, donc pour voir comment ça fonctionne et pour voir si leur technologie elle est parce qu'en fait Axence n'a pas dans ses chaînes, surtout dans les nouvelles chaînes de développement durable, qu'il y a sur les biocarburants par exemple, Axence n'a pas forcément toutes les chaînes parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans tous les domaines et donc ils sont obligés de faire des partenariats, industriels et donc ils sont amenés à trouver des partenaires, à visiter, à aller sur les sites, comprendre comment ça fonctionne, comparer les différentes technologies qui existent dans un domaine pour retrouver ce qui est les plus adapté aux technologies Axence. Donc oui, il y a des missions sur le terrain. S'il y a des gens qui aiment bien l'aventure et qui veulent faire du démarrage, et être tous les 6 mois quelque part sur la planète. Alors pas forcément, avec des palmiers et 30 degrés, parce que les endroits où on construit, les usines parfois sont pas forcément accueillants, mais c'est possible. Si on aime l'aventure, c'est tout à fait faisable. J'ai une question pour Intisar, donc, qui a l'air très dynamique et qui est en BUT 3. Comment vous voyez votre avenir? Vous allez postuler pour une école d'ingénieur ou vous pouvez nous parler un petit peu de votre Oui. projet après BUT 3? Alors, il y a 2 cas de figure. Le premier, qui me va tout à fait autant que le deuxième, hein, c'est tout simplement de m'arrêter ici à la fin de mon BUT et du coup, entrer dans le monde du travail à 100%. Et je sais qu'il y aura de la demande et de l'offre. Enfin, voilà. Donc, je sais que c'est un marché qui pourrait fonctionner, mais je me suis renseignée au sujet des programmes pardon, académiques en école d'ingénieur et je suis totalement intéressée par ce qui est proposé. Et toujours dans le cadre de l'alternance, parce que j'avoue par contre qu'une fois qu'on a goûté à l'alternance, je n'oserais pas retourner à un programme formation initiale à 100%. Et donc là, on est à l'approche de la fin du semestre. Enfin, pour moi, c'est le semestre 5, mais si vous voulez, c'est le premier semestre de l'année. Et du coup, à l'approche de cette fin de semestre, je vais pouvoir candidater dans les écoles d'ingénieurs qui me font de l'œil. Et oui, j'ai pour objectif normalement d'être prise en école d'ingénieur. Et du coup, en septembre ou
mois d'octobre, ça dépend comme il y a des rentrées un peu décalées. Et ben, continuer en école d'ingé dans le domaine général de l'industrie, donc que ce soit génie des procédés ou l'automatisation des systèmes industriels, parce que c'est quand même deux choses sur lesquelles je suis assez amenée à travailler, autant au travail qu'à à l'IUT. Et donc voilà, c'est mon objectif pour cette fin d'année. Très bien. On vous souhaite le meilleur. Et si Merci. on fait un peu de pub, à Nancy ou à Toulouse, à l'NCA7, il y a des formations qui proposent de l'alternance. Très bien. Il y avait François Nicole peut-être qui voulait intervenir? Oui, enfin, je voulais juste faire un commentaire, déjà pour féliciter nos jeunes talents. Je pense qu'ils ont fait le bon choix, mais moi, ce que je retiens de vos interventions, c'est qu'en effet, le génie du procédé est pluridisciplinaire par essence, j'allais dire, donc, mais ce qui apporte aussi des avantages, même en termes de fonction ensuite de l'entreprise. C'est-à-dire que, par le génie des procédés, on a accès à plein de rôles différents, donc on peut en effet travailler dans la R&D, on peut faire de la production, on peut travailler en ingénierie, bureau d'études, on peut faire de la maintenance, travailler sur l'énergie. Il y a une autre composante que vous n'avez peut-être pas citée, c'est que cet aspect pluridisciplinaire fait également que c'est multisectoriel. Alors, je l'ai dit rapidement en présentant la CFGP, d'ailleurs c'est aussi l'intérêt de l'association. Mais la formation au génie des procédés, en effet, peut permettre de travailler chez Axens dans l'énergie, dans la catalyse, mais on peut aussi travailler chez Sanofi pour développer des nouveaux médicaments, ou dans l'agroalimentaire, ou dans la chimie, ou dans l'environnement. Et ce qui veut dire que, en tout cas, quand on fait le choix d'une formation, cet aspect vraiment multisectoriel et pluridisciplinaire, je crois, est important si on veut se projeter sur les 30 ou 40 ans à venir. Parce qu'on sait que les sociétés ou les entreprises peuvent évoluer, donc ça vous donne quand même des grandes chances de pouvoir évoluer et accompagner le fait de changement. Et je voulais juste ajouter un dernier commentaire, ça c'est plus par l'expérience, parce qu'en effet, le côté passionnant également, et je pense que le génie des procédés est également un catalyseur pour ça. Quand on fait du génie des procédés, on est vraiment, comme on l'a dit, à l'interface des autres disciplines, ça veut dire qu'on est à l'interface des autres personnes. Donc il y a une composante humaine qui est également passionnante. Quand on va travailler en usine, alors, il y a l'aspect compétence. Donc, en effet, on va travailler avec les chimistes, les experts en matériaux, les énergéticiens, les numériciens, parce qu'évidemment, il y a des enjeux très forts d'ailleurs sur le contrôle commande en termes de performance. Et quand on fait du génie procédé, on ne peut pas être spécialiste en tout. Et il y a aussi un aspect, je dirais, plus social, c'est-à-dire qu'on est aussi au cœur de l'entreprise et toutes les fonctions sont louables. D'ailleurs, sur les recrutements, oui, on a besoin de vous, on a besoin des ingénieurs, on a aussi besoin des techniciens. Ne pas oublier, donc c'est bien de poursuivre les études après le PUT ou le BTS, c'est très bien, mais on a aussi besoin de faire des techniciens. Mais voilà, cet aspect social, pour moi, il comptait aussi beaucoup. C'est-à-dire que quand on travaille en usine, on travaille dans avec toutes les composantes de l'entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise. Et c'est vrai que, par exemple, quand on fait du génie des procédés, on est quand même attiré par l'usine, souvent. Et l'usine, c'est le cœur de l'entreprise. Et c'est un monde passionnant. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Donc, le génie des procédés, c'est un monde de passion. Et c'est comme on l'a dit avec Marie-Christine, il y a des challenges énormes devant nous, devant vous. Donc, c'est le dernier commentaire, mais je suis un peu bavard, mais je l'ai un petit peu dit dans ma présentation. Donc, pensée système, donc approche systémique. En effet, on ne développe plus une opération unitaire, on l'inscrit dans son ensemble ou dans son territoire. Et donc, pensée éco-conception. Donc là, il y a eu des questions sur le recyclage, etc. C'est au départ que ça se joue. C'est-à-dire que du coup, on parle plus de déchets, on parle de sous-produits qui vont être valorisés. Et ce n'est pas forcément valorisé par l'usine ou par l'entreprise A, mais c'est là que si on va un peu plus loin, et si on l'a pensé au départ, elle sera valorisée sur d'autres applications. Les fibres de carbone, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que quand on va recycler les pièces aéronautiques, peut-être que le procédé de recyclage va dégrader un peu la performance, peut-être que la fibre elle sera encore utilisable dans l'automobile ou dans le loisir, en effet. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, oui, vous avez fait le bon choix et cet aspect multisectoriel et pluridisciplinaire ouvre vraiment des perspectives humaines passionnantes. Merci. Au-delà des voyages qui sont aussi. Merci François.
En fin de compte, maintenant, on va parler des personnes un peu moins jeunes. Alors, je peux vous dire un petit peu, Eric, il peut vous dire un petit peu pourquoi il a fait génie des procédés. Moi, je peux vous dire aussi pourquoi j'ai fait génie des procédés. En fin de compte, au départ, c'était pas du génie des procédés, mais quand j'avais mon sujet de thèse, j'avais des challenges. Et c'est ça ce que j'ai aimé. J'ai aimé de partir de la paillasse à l'échelle industrielle. Et ce challenge, ça donne une grande motivation. Ça me donnait beaucoup, beaucoup d'énergie. Et surtout, surtout, on est passionné. On est passionné de monter un prototype. On est passionné pour monter une installation où on voit le produit sortir et on apprend beaucoup de choses, comme disait William. Bon, c'est normal, c'est mon étudiant et mon doctorant. Donc, j'ai fait passer aussi la passion et je pense qu'il veut plus faire marche arrière. Il veut plus faire de la chimie. Il veut faire que du génie procédé. Et justement, cette passion, ce challenge, ce dynamisme vraiment nous pousse à inventer, nous pousse à mettre des procédés innovants, nous pousse à améliorer la vie des gens avec des énergies décarbonées, avec bien sûr des laboratoires éco-conception, par exemple à faire du traitement d'eau, etc., etc. Bon, les applications sont énormes. Donc, c'est un petit peu ça qui m'a poussé à faire du génie de procédé. Et je ne sais pas, Eric. Si je peux parler de moi, ben voilà, c'est le côté envie de comprendre des choses complexes. On a parlé de couplage, de physique, de chimie, d'hydrodynamique, de thermodynamique, de cinétique, et puis d'avoir aussi un rôle utile. Ben voilà, donc on essaye de comprendre des choses et puis on sait à quoi ça sert assez rapidement. Tout à l'heure, François a montré le pneu vert chez Michelin, ça m'a fait sourire parce que j'avais bossé en thèse là-dessus. Ben voilà, moi, j'avais travaillé sur la précipitation de la silice pour faire des belles choses. Je vois qu'il y a toujours des applications. On a une dernière question sur le chat et puis après, Oui, faut c'est ça. peut-être qu'on termine. La question sur le chat, c'est pour William. Vous êtes chez Areva Orano. Que pensez-vous de la transition énergétique et quelles sont les innovations qu'on peut mettre en place en GP dans le milieu du nucléaire? Vous ne pouvez pas tout dire. Alors, nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'en fait, on a un partenariat avec Areva. Areva, il nous finance pour qu'on mette en place un procédé de recyclage. Donc, globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à recycler les matières qu'ils utilisent pour le réacteur et ainsi en limiter la quantité de déchets. Bon, après, il y a beaucoup de choses que je ne veux pas dire. En fin de compte, J'imagine bien, ouais. mais voilà, il y a aussi beaucoup de recyclage. Donc, sur la transition énergétique, bah, le nucléaire, bien évidemment, a un rôle à jouer. C'est de l'énergie décarbonée. Après, même si on peut discuter, c'est peut-être pas l'ordre du jour aujourd'hui, on peut discuter de l'intérêt du nucléaire par rapport à d'autres. Bien évidemment, c'est décarboné, mais il y a aussi des déchets qu'il faut gérer. Mais la plupart des entreprises du nucléaire aussi cherchent justement à réduire leur empreinte environnementale en proposant aussi de l'innovation. Et donc, moi, ce que je vois moi, je suis dans une école de génie des procédés, je suis à l'ENSIC à Nancy. On a beaucoup de jeunes diplômés qui vont dans le nucléaire, donc que ça soit Orano, Areva, mais aussi au CEA. Et puis, il y en a qui vont aussi en centrale faire du pilotage de centrales d'énergie. Donc, il y a aussi il y a de la place pour les ingénieurs de procédés dans le milieu du nucléaire, il y a de la place pour de l'innovation. Oui, ils sont tout le temps en innovation, c'est-à-dire des réacteurs plus propres, des produits plus propres, et tous les déchets, ils pensent, ils mettent en place, ils développent, ils innovent pour recycler les produits. Et ça, bien sûr, on est obligé de passer par ce qu'on appelle le génie des procédés et des pilotes de très grande dimension où on va faire intervenir un petit peu ce qu'a dit Eric, toutes les opérations unitaires de génie chimique. Ce que je vous propose, il y a Martine qui nous fait signe que l'heure tourne. Désolé, alors on pourrait continuer à discuter, mais voilà, c'est de clore la partie table ronde, en remerciant bien évidemment tous nos jeunes diplômés d'être venus. Et puis on va redonner la parole. Alors je ne sais plus qui reprend la parole, si c'est Nicolas et Claudia ou... Oui, c'est Nicolas et Claudia qui me font signe. Donc merci à tous en tout cas pour vos interventions et pour les présentations qu'on a eues. Merci beaucoup. Merci Nouria.
Merci Eric. Eh ben merci. Donc moi, il nous reste à remercier tous les participants, les intervenants, les animateurs et puis bien sûr tous nos jeunes diplômés qui ont pris sur leur temps de travail pour venir témoigner de leur expérience. Donc merci à vous tous, à vous 6. Donc à nos participants, on espère que vous avez découvert beaucoup d'informations sur le génie des procédés. Alors on a un dernier sondage, une dernière question sur ce que vous pensez désormais du génie des procédés. Alors les experts qui étaient parmi nous, on espère que vous êtes toujours convaincus. Et puis les plus jeunes, les plus novices dans le sujet, voilà, on espère vous avoir transmis quelques informations, que ce soit dans les domaines, dans les métiers, dans les formations. Donc dans ceux qui sont restés connectés, si vous pouvez nous compléter. Et puis Nicolas, je vais te passer la parole pour la dernière slide pour résumer les infos. Ok, pendant que vous répondez à ce dernier petit sondage, donc les toutes dernières infos qu'on voulait vous passer, mais elles ont déjà été transmises au cours des présentations. Ce webinaire, d'abord, vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de la Société française de génie des procédés, la SFGP, Donc on ainsi que l'enverra bien à d'autres. à Oui, tous les vas-y. participants en fait, le lien. Voilà. Il y a bien d'autres webinaires que vous pourrez découvrir également, bien sûr. Vous avez aussi, on l'a aussi transmis le site de l'association. Le lien est affiché, je ne le répète pas. Et puis notre fameux portail des métiers et formations sur lequel vous trouverez la carte qu'a présentée Marie-Christine et aussi d'autres témoignages sous forme de petits clips vidéo, d'autres témoignages de personnes qui vous présenteront leur métier et leur formation. Donc, je remercie à mon tour tout le monde. Alors, on voit le résultat du sondage. Beaucoup d'enthousiasme, c'est parfait. Je voulais justement remercier tout le monde pour son enthousiasme qui est particulièrement communicatif, j'ai trouvé. Donc, on espère bien sûr que vous avez apprécié ce webinaire. François voulait dire quelque chose? Non, je vous écoutais attentivement et je voulais remercier tout le monde. En effet, je pense que nous avons partagé notre passion et je maintiens que vous avez fait le bon choix pour l'avenir. Et on compte sur vous, on compte sur les jeunes. Très bien. Eh bien, Merci. écoutez, merci encore. Et s'il n'y a pas d'autres commentaires, je propose qu'on clôture ce séminaire, ce webinaire. Merci.